Les Antillais et la construction du canal de Panama. L'histoire que l'on ne t'a jamais racontée. En 1914, le monde célèbre une prouesse gigantesque. Un canal relie enfin l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Le canal de Panama devient l'une des plus grandes réalisations de l'histoire moderne. Mais derrière ce miracle d'ingénierie, il existe une autre histoire. Une histoire rarement racontée, une histoire effacée des manuels scolaires. Une histoire où des milliers d'Antillais ont laissé leur vie. Guadeloupéens, Martiniquais, Barbadiens, Jamaïcains, Trinidadiens, ils ont construit ce canal, mais leurs noms n'apparaissent presque nulle part. Je m'appelle William Synesius, j'ai grandi en Guadeloupe et en découvrant cette histoire, j'ai compris quelque chose de profond. Pas seulement pour comprendre ce que les Antillais ont vécu au Panama, mais pour comprendre ce que cette histoire dit encore de notre présent. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi des milliers d'Antillais ont quitté leur île, comment ils ont survécu à l'un des chantiers les plus dangereux du monde et pourquoi leur sacrifice a été presque oublié. Dans cette partie 1, le rêve d'un canal et l'appel des Antilles. À la fin du 19e siècle, le monde est en pleine transformation. Les empires industriels cherchent à accélérer le commerce mondial. Relier l'Atlantique au Pacifique devient une obsession. À l'époque, un navire qui veut aller de New York à San Francisco doit contourner l'Amérique du Sud. Un trajet de plus de 22 000 km. Un canal au Panama pourrait réduire ce trajet de moitié. C'est un rêve colossal. En 1881, Ferdinand de Lesseps, l'homme du canal de Suez, lance le projet. Mais très vite, le chantier se transforme en cauchemar. La jungle est hostile, la chaleur est écrasante, les maladies déciment les ouvriers et surtout, il manque de la main-d'œuvre. C'est là que les Antilles entrent dans l'histoire. Dans les îles caribéennes, la situation est difficile. Le travail manque, les salaires sont faibles, les opportunités sont rares. Alors, quand des recruteurs arrivent avec des promesses d'emploi bien payées au Panama, des milliers d'hommes répondent à l'appel. Ils quittent la Guadeloupe, la Martinique, la Barbade, la Jamaïque. Ils pensent partir pour quelques mois. Ils pensent trouver un avenir meilleur, mais ils ne savent pas que ce sentier sera l'un des plus meurtriers de l'histoire moderne. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai compris que cette histoire ressemble à beaucoup d'autres histoires antillaises. Des hommes qui partent, des familles qui espèrent, des sacrifices que l'on ne raconte pas. Et là, une question apparaît. Pourquoi les Antillais ont-ils été recrutés massivement pour ce chantier? Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir la réalité brutale du canal de Panama. Et pourquoi les Antillais représentaient jusqu'à 70% de la main-d'œuvre. Avais-tu déjà entendu parler du rôle des Antillais dans la construction du canal de Panama? Partie 2, le choc de la réalité. Quand les premiers Antillais arrivent au Panama, ils comprennent très vite une chose, le rêve n'existe pas. Devant eux, ce n'est pas un chantier ordinaire, c'est une jungle épaisse, une chaleur suffocante, un bruit permanent de machines, d'explosions, de cris. Ils découvrent un monde brutal. Le travail commence dès l'aube, il se termine souvent à la nuit tombée. Creuser la terre, dynamiter la roche, déplacer des tonnes de boue, travailler sous la pluie tropicale. Mais le danger ne vient pas seulement du travail, il vient aussi de l'air qu'ils respirent, la malaria, la fièvre jaune, le paludisme, des maladies inconnues pour beaucoup d'entre eux. Chaque jour, des hommes tombent malades. Chaque semaine, certains disparaissent. Et très vite, une hiérarchie raciale s'impose. Les ouvriers noirs, dont les Antillais, sont affectés aux tâches les plus pénibles. Ils sont payés moins cher, ils vivent dans des logements précaires. Ce système porte un nom, le Silver Roll. À côté d'eux, les ouvriers blancs et qualifiés bénéficient de salaires plus élevés, de logements confortables et de privilèges réservés aux Gold Rolls. Deux mondes, un même chantier, mais pas les mêmes droits. Et là, une question devient impossible à éviter. Pourquoi les Antillais ont-ils été placés au bas de l'échelle alors qu'ils faisaient le travail le plus difficile? Parce que le canal de Panama n'était pas seulement un projet technique, c'était aussi un système de domination. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai compris que cette logique ne s'est pas arrêtée au Panama. Elle existe dans beaucoup d'histoires antillaises. Des hommes indispensables, mais invisibles. Pourtant, malgré tout, les Antillais continuent de travailler. Pourquoi? Parce que revenir au pays sans argent serait un échec. Parce que leur famille compte sur eux. Parce qu'ils n'ont souvent pas d'autre choix. Mais plus le chantier avance, plus le nombre de morts augmente. Certains parlent de dizaines de milliers de victimes. Dis-moi en commentaire, si tu avais vécu à cette époque, aurais-tu accepté de partir au Panama malgré les risques? Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir l'ampleur réelle de cette tragédie. Et pourquoi le canal de Panama est aussi un immense cimetière entier. Partie 3, le canal invisible et le cimetière. À mesure que le chantier avance, une vérité devient impossible à cacher. Le canal de Panama n'est pas seulement une œuvre d'ingénierie, c'est aussi un immense cimetière. Les chiffres donnent le vertige. On estime environ 27 000 ouvriers qui sont morts pendant la construction du canal. Et parmi eux, la majorité venait des Caraïbes. Guadeloupe, Martinique, Barbade, Jamaïque, Sainte-Lucie, Trinidad. Des milliers d'hommes ont disparu loin de leur île, loin de leur famille, loin de leurs racines. Ils sont morts de maladies, d'accidents, d'éboulements, d'épuisement. Chaque semaine, des corps sont enterrés, souvent sans cérémonie. À Paraíso, Culebra, Ancon, des cimetières apparaissent, des croix numérotées, des registres conservés à Washington, des vies réduites à des chiffres. Et là, une question devient insoutenable. Pourquoi l'histoire officielle parle si peu de ces hommes? Parce que l'histoire du canal a été racontée comme une victoire technologique, mais pas comme une tragédie humaine. En 1914, quand le navire Ancon traverse le canal pour la première fois, le monde applaudit. À bord,
il y a des officiels américains, des représentants politiques, des ingénieurs, mais presque aucun entier. Alors que ce sont eux qui ont creusé la terre, ce sont eux qui ont affronté la jungle, ce sont eux qui ont payé le prix le plus lourd. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai compris que ce silence n'est pas un hasard. Beaucoup d'histoires antillaises ont été effacées. Pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce qu'elles dérangent. Pourtant, malgré l'oubli, la mémoire a résisté. Des écrivains ont raconté cette vie. Joseph Joss a documenté l'histoire des Guadeloupéens et Martiniquais au Panama. Maryse Condé a donné un visage à ses ouvriers à travers ses romans. Des associations antillaises ont été créées au Panama. Des communautés se sont organisées, des descendants vivent encore là-bas aujourd'hui. Et là, une autre question apparaît. Que reste-t-il aujourd'hui de ce sacrifice antillais? Dis-moi en commentaire, penses-tu que cette histoire devrait être enseignée davantage dans les écoles aux Antilles? Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment les États-Unis ont pris le contrôle du Panama, enfin du canal, et pourquoi les Antillais ont été à la fois indispensables et exclus de la reconnaissance. Dans cette partie 4, quand le pouvoir change de main. À la fin du 19e siècle, le projet français s'effondre. Ferdinand de Lesseps, pourtant héros du canal de Suez, échoue au Panama. Les maladies, la corruption et les difficultés techniques provoquent un scandale retentissant. Le chantier est abandonné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1904, un nouvel acteur entre en scène. Les États-Unis, ils rachètent les droits du canal, ils soutiennent l'indépendance du Panama face à la Colombie et surtout, ils prennent le contrôle total du projet. Pourquoi? Parce que le canal du Panama n'est pas seulement un chantier, c'est une arme stratégique. Contrôler ce passage, c'est contrôler une partie du commerce mondial. Les Américains relancent les travaux avec une organisation militaire. Ils modernisent le chantier, ils améliorent les conditions sanitaires, ils imposent une discipline stricte. Mais une chose ne change pas, la place des Antillais. Ils restent la main-d'œuvre principale, ils continuent de faire le travail de plus en plus dur. Ils restent en bas de la hiérarchie sociale. Même si le chantier devient plus efficace, l'injustice reste intacte d'un côté. Les ingénieurs et les cadres américains vivent dans des quartiers confortables. De l'autre, les ouvriers antillais vivent dans des conditions précaires. Deux mondes, le même projet. Et là, une question troublante. Comment un projet présenté comme un symbole de progrès peut-il reposer sur une telle inégalité? Parce que le canal de Panama reflète une réalité plus large. Le progrès de certains a souvent été construit sur le sacrifice de d'autres. En 1914, année après année de travaux, le canal est enfin terminé. Les écluses de Gatun, Pedro Miguel et Miraflores entrent en fonction. Des navires géants traversent l'île. Le monde célèbre une victoire technologique. Le canal mesure 77 km. Il réduit les distances entre les océans. Il transforme le commerce mondial. Mais dans les discours officiels, un élément manque, les Antillais. Ils ne sont ni célébrés, ni mis en avant, ni reconnus à la hauteur de leur contribution. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai compris que ce type d'oubli n'est pas exceptionnel. Beaucoup de réussites mondiales ont été bâties sur des épaules invisibles. Et là, une question essentielle apparaît. Pourquoi ceux qui ont tout donné restent-ils souvent absents de la mémoire officielle? Dis-moi en commentaire, selon toi, le canal de Panama doit-il être vu comme une victoire humaine ou comme une victoire construite sur des sacrifices oubliés? Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir ce qu'il reste aujourd'hui de cette épopée antillaise et pourquoi cette histoire parle encore de notre présent. Partie 5. Ce que cette histoire a laissé derrière elle. Quand le canal de Panama est inauguré en 1914, le monde célèbre une victoire. Les journaux parlent d'exploit, les gouvernements parlent de progrès, les ingénieurs parlent de génie. Et dans les Antilles, l'histoire est différente. Des milliers d'hommes ne sont jamais revenus. Des familles ont attendu en vain. Des mères ont espéré des lettres qui n'arriveraient jamais. Des enfants ont grandi sans savoir où leur père avait disparu. Beaucoup d'Antillais sont restés au Panama. Ils ont fondé des familles, ils ont créé des communautés afro-antillaises. Ils ont transmis une culture, une langue, une mémoire. Aujourd'hui encore, le Panama compte une diaspora caribéenne issue de ce chantier. Mais paradoxalement, dans les Antilles, cette histoire est peu connu. Pourquoi? Parce que la mémoire officielle retient surtout les grands noms, les grandes puissances, les grandes histoires, pas les travailleurs invisibles. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement un récit du passé. Elle raconte quelque chose de plus profond. Elle raconte comment les Antillais ont toujours été au cœur des grands projets du monde, mais rarement au cœur des bénéfices. Ils ont construit, ils ont sacrifié, ils ont participé, mais ils n'ont pas toujours récolté. Et là, une question apparaît. Et si le vrai problème n'était pas le manque de courage, mais le manque de contrôle sur les ressources et les projets? Parce que le canal du Panama a enrichi des États, des entreprises, des puissances étrangères. Mais combien d'Antillais ont réellement profité de cette œuvre? Dis-moi en commentaire. Penses-tu que les Antillais ont été des acteurs de l'histoire ou seulement des instruments de l'histoire? En conclusion, on va voir comment reprendre la place dans l'histoire. L'histoire du canal de Panama nous apprend une chose essentielle. Les Antillais ont toujours été capables de bâtir des œuvres gigantesques. Ils ont toujours eu la force, le courage et le savoir-faire. Mais trop souvent, ils ont construit pour d'autres. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai compris très tôt que notre problème n'était pas l'absence de talent, mais l'absence de maîtrise sur nos propres projets. Et un jour, j'ai décidé de changer de logique. J'ai appris à comprendre les mécanismes économiques, j'ai appris à lire la valeur de la terre, j'ai appris à utiliser l'immobilier comme un levier. C'est comme ça que j'ai bâti ma richesse. Aujourd'hui, quand je regarde l'histoire du canal de Panama, je ne vois pas seulement une tragédie, je vois un message. Un message pour notre génération, ne plus être seulement ceux qui construisent pour les autres, mais ceux qui construisent pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Si tu veux comprendre comment transformer l'histoire en stratégie, comment utiliser les ressources locales comme levier, et
comment bâtir des projets durables dans les Antilles et la diaspora, alors regarde la description de cette vidéo. J'ai préparé un challenge immobilier spécialement pensé pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la diaspora. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas qui a construit le canal du Panama. La vraie question est qui va construire l'avenir des Antilles.